Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat pour suivre dans un instant les débats des sénateurs autour du projet de loi Asile, Immigration, Intégration. Un texte dont l'examen a débuté hier après-midi au Sénat et dont l'examen s'annonce long et enflammé. En effet, bien sûr, le texte, il y a pas moins de 550 amendements à débattre et les sénateurs pourraient terminer les discussions dans la nuit de jeudi ou même vendredi matin. Alors ce texte a été globalement durci par la droite sénatoriale qui a notamment choisi d'inscrire dans le texte le principe d'un débat au Parlement qui est là pour fixer des objectifs chiffrés en matière d'immigration, en clair des quotas. Vous allez le voir, eh bien, cette mesure est à la fois dénoncée par la gauche sénatoriale, mais aussi par les rangs de la République en marche qui jugent que cette mesure est directement issue du programme du candidat Fillon à l'élection présidentielle. En réalité, c'est plutôt un classique de la droite sénatoriale qui défend chaque année cette mesure, cette politique de quotas. Retour donc au débat dans l'hémicycle. Nous passons à la discussion du texte de la Commission. À l'article 1A, il y a des demandes de parole sur article. Monsieur Pierre Laurent, pour le groupe CRCE, vous avez la parole. Cet article 1A qui a été rajouté est tout un symbole. Nous devrions entamer un tel texte par la définition de grands principes censés définir notre politique d'accueil et de gestion des migrations. Et voilà un article qui d'emblée s'attache à un seul objectif, définir, je cite, le nombre d'étrangers admis à s'installer durablement en France pour les 3 ans à venir compte tenu de l'intérêt national. En fait, à définir des quotas et à définir le seuil à partir duquel sera déclenché, quoi qu'il en coûte et quelle que soit la situation, la machine à expulser, à renvoyer, à ignorer les vies ainsi brisées. Nous sommes là au cœur du problème. Le projet Asile-Immigration se refuse à regarder en face l'un des enjeux majeurs de l'histoire de l'humanité, celui des migrations, un enjeu qui est partie intégrante de la construction de notre nation, un enjeu qui prend aujourd'hui une importance décuplé à l'heure de la mondialisation, des dérèglements climatiques, de l'explosion des inégalités. Les humains ont toujours migré pour vivre ou survivre, pour fuir les conditions de vie indignes, pour en chercher de meilleures. Ils migrent aussi pour fuir les persécutions religieuses ou politiques, les guerres, les génocides. Le rapport statistique annuel de l'Agence des Nations Unies chiffre à 65 millions de personnes déracinées à travers le monde à la fin de 2016 du fait de conflits et de persécutions, la plupart de ces migrations se faisant d'ailleurs du sud vers le sud. De tout cela, vous ne voulez rien entendre. Vous voulez la libre circulation des capitaux, ça oui. Vous voulez la concurrence à outrance au plan mondialisé, ça oui. Vous voulez bien le pillage économique et le dumping social, oui. Vous voulez bien la domination des grandes puissances, mais du droit humain à circuler et à vivre dignement pour tous, vous ne voulez pas entendre parler des responsabilités singulières que peut prendre la France pour accueillir dignement et pour changer les règles de ce monde injuste et inégal. Alors vous vous accrochez à des chiffres, comme à des mirages jamais atteints. Vous essayez de faire peur avec ces chiffres. Vous parlez d'invasion, d'appel d'air. Quand nous accueillons un peu plus de 200 000 personnes en moyenne par an aujourd'hui dans notre pays, 0,3% de notre population. Et vous oubliez de dire la vérité, 4 278 personnes relocalisées en France à ce jour au titre du mécanisme de relocalisation adopté par le Conseil de l'Union européenne. Alors oui, à nos yeux, il est indigne et pas à la hauteur de nos responsabilités d'ouvrir ce projet de loi par un tel article, par le listage d'indicateurs qui ne visent qu'à justifier et à organiser un contournement organisé des droits humains les plus fondamentaux. Allez-vous enfin accepter de changer de logique, au risque sinon de conduire la France et l'Europe dans la négation de nos principes et au-delà dans une grave impasse, tournant le dos à un monde qui appelle au contraire plus que jamais coopération, générosité, justice et partage, car c'est là aujourd'hui le vrai prix de la paix pour les décennies à venir. Merci. La parole est à Monsieur Pierre Ouzoulias. Monsieur le Président, Madame la Ministre, après 1915, fuyant le génocide perpétré par l'État turc, 200 000 Arméniens ont été accueillis par notre pays. Nombre d'entre eux furent aussi ceux qui défendirent la liberté de la France et tombèrent pour elle.
À la suite d'un accord entre les gouvernements français et polonais, plus de 700 000 Polonais sont venus apporter leurs bras à une industrie française qui en manquait terriblement. Chassés par le fascisme, 600 000 Espagnols, défenseurs de la Deuxième République que nous avons abandonnée, ont traversé les Pyrénées durant l'hiver 1939 pour trouver refuge en France. Je pourrais aussi évoquer les Belges, les Italiens, les Portugais, les Algériens et toutes ces populations qui ont contribué à faire de notre pays ce qu'il est aujourd'hui, une république de citoyennes et de citoyens unis dans la démocratie par les règles communes qu'ils se sont données. Je passe sous silence les migrations passées, telles qu'elles sont par exemple évoquées par le décor de la galerie des conférences avec les Germains de Sainte-Geneviève et de Clovis, ou celles qui ont fait presque totalement disparaître les premiers habitants des îles des Antilles, ou encore tous ces échanges récents qui font qu'aujourd'hui, un Français sur 4 a un parent d'origine étrangère. L'identité de la France est à chercher ni dans un roman des origines, ni dans un discours historique national qui exclut, mais dans cette dynamique perpétuelle qui mêle les populations et les unit dans la défense des valeurs républicaines qui les dépassent. Le philosophe allemand Hegel explique très bien comment, dès qu'une chose est figée, elle est morte et remplacée par autre chose. Ce qui compte le plus dans notre République n'est pas d'où nous venons, mais où nous souhaitons aller ensemble. L'historien italien Massimo Montanari disait « L'identité n'existe pas à l'origine, mais au terme du parcours ». Ma conscience républicaine est blessée quand vous présentez par votre texte l'immigration comme un mal dont il faudrait se prémunir, une maladie qu'il serait nécessaire de réduire et d'endiguer. Je suis triste pour celles et ceux venus d'ailleurs qui ont tant apporté à la France quand je lis qu'il faudrait définir une politique nationale d'immigration et d'intégration conforme à l'intérêt national. L'intérêt de la nation est justement dans cette recomposition permanente du corps civique, dans cet amalgame infini des différentes cultures. Merci. Merci. La parole est à Monsieur Richard Yung pour La République En Marche. Merci, Monsieur le Président. Ce nouvel article, parce que c'est un nouvel article qui a été adopté par la Commission des lois, qui vise à remettre dans notre politique les quotas migratoires. Au fond, c'est un recyclage de la proposition, d'une des propositions du candidat Fillon, qui voulait déterminer pour les 3 années à venir le nombre des étrangers admis à s'installer durablement en France. C'est une proposition, à mon avis, politiquement inopportune et juridiquement contestable. Et puisqu'on fait de belles citations, M. Karoutchi, on fait des belles citations, j'en ai une. C'est un rapport de M. Mazot à l'Assemblée nationale, peu susceptible d'être considéré comme dangereux. Ou M. Mazot, 2008, écrit une politique de contingent migratoire limitatif serait sans utilité réelle en matière d'immigration de travail, inefficace contre l'immigration irrégulière et, s'agissant des autres flux, incompatible avec nos principes constitutionnels et nos engagements européens et internationaux. Voilà ce que disait M. Mazot il y a 10 ans. Et en réalité, il suffit de réfléchir 2 minutes. Les flux entrants sont l'immigration familiale, elle est bordée de tous les côtés. Sont l'immigration professionnelle. Qui peut dire 3 ans à l'avance ce que devront être des quotas, des nombres d'émigration professionnelle? On ne le sait pas. On ne sait pas ce que sera l'économie dans 3 ans. Et les étudiants, franchement, c'est plutôt notre intérêt d'avoir le plus grand nombre possible d'étudiants de tous les pays du monde en France. Donc, pour toutes ces raisons, je ne développe pas. Je pense que le vrai problème, c'est celui de l'immigration irrégulière. Ce texte ne le traite pas et par conséquent, bien sûr, nous ne le voterons pas. La parole à Monsieur Antoine Karam. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, vous m'excuserez de m'exprimer de façon générale sur l'article 1er,
mais je souhaitais insister sur un point avant que nous examinions le texte dans le détail. Les flux migratoires exceptionnels auxquels la France est confrontée, et je le répète tout le temps dans cet hémicycle, ne se limitent pas au continent européen et particulièrement à la Méditerranée. Il est plus que temps de prendre en compte les pressions migratoires extraordinaires qui s'expriment depuis de nombreuses années en Guyane, qui, je rappelle, est en Amérique du Sud, et à Mayotte, qui, je le rappelle encore, est en l'océan Indien, poussant le système d'accueil et d'intégration au bord de l'asphyxie. Ce système est impossible à gérer aujourd'hui. Il y a quelques mois, lors de l'examen du projet de loi des finances, j'avais alerté notre Assemblée sur l'ampleur du phénomène en Guyane en rappelant quelques chiffres. En 3 ans, 11 000 demandes d'asile ont été enregistrées par l'OFPRA. Je me répète, mais je tiens à le souligner, 11 000 demandes en 3 ans en Guyane, c'est comme si la France comptabilisait chaque année près d'1 million de demandes d'asile sur son seul territoire hexagonal. Et parce que seuls de tels chiffres nous permettent de prendre la mesure des événements, nous proposerons que le rapport prévu par cet article 1er intègre une information exhaustive sur la politique d'immigration et d'intégration outre-mer. Vous le savez, ce texte prévoit par ailleurs un certain nombre de dispositions spécifiques à Mayotte et à la Guyane. Pour cette dernière, un décret spécial vise également à expérimenter un traitement accéléré des dossiers. Aussi, tout au long de notre débat, je m'efforcerai à partager avec vous une image juste et mesurée de nos réalités. Car si l'asile est un droit qu'il ne faut pas remettre en question, il est aussi un bien précieux que nous devons protéger lorsque celui-ci est dévoyé. Exemple, il y a moins d'une semaine en Guyane, c'est un réseau lié à la République dominicaine qui a été démantelé à Cayenne avec l'interpellation d'une personne dont les coordonnées ressortaient dans 118 demandes d'asile et de titres de séjour. C'est dans ce contexte donc d'accélération des dossiers il n'y a pas de solution miracle, nous le savons, mais elle contribuera à la fluidité d'une procédure qui, par le passé, a pu prendre de 12 à 14, 24 mois pour donner une réponse définitive. Pour autant, et j'y reviendrai, accélérer ne veut pas dire négliger. Il me semble donc indispensable d'améliorer en parallèle les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Guyane. Merci. La parole à Monsieur Sueur. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Je voulais m'élever, Monsieur le Président, par rapport à la loterie que devient l'application de l'article 45 de la Constitution. Nous avions déjà les charmes de l'article 40, les beautés de l'article 41, et maintenant voilà l'article 45. En effet, je lis le premier alinéa du texte de l'article 1A, ou le deuxième alinéa. Je lis « Les orientations pluriannuelles de la politique d'immigration et d'intégration peuvent faire l'objet d'un débat annuel au Parlement. » Bien. Cette disposition n'a aucun caractère législatif, mais vraiment aucun. Il est évident qu'on peut faire des débats au Parlement, on est là pour ça. On a tout le loisir d'inscrire un débat à l'ordre du jour. Le gouvernement peut le faire, nous pouvons le faire nous-mêmes. Alors pourquoi écrire cela? Et pourquoi en commission les foudres de l'article 45 ne s'abattent-elles pas sur ce texte? Cependant que moi, Monsieur le Président, avec Monsieur Iacovelli, Madame Lienemann, Monsieur Marie, Monsieur Tissot, Madame Taillé-Polian et Madame Jourda, nous déposons un amendement introductif qui inscrit au début de la loi les orientations. Je lis. Pour des raisons liées aux demandes d'asile, à la misère économique et sociale et au changement climatique, les migrations sont appelées à se développer dans les prochaines décennies. La présente législation prend en compte ce mouvement irréversible et vise à y apporter des solutions respectueuses de l'ensemble des êtres humains concernés dans le cadre d'un projet européen qui devait être à la mesure de l'enjeu et en concertation avec les pays d'origine et les pays d'accueil. La politique migratoire ne saurait être dissociée des politiques de coopération. Alors là, l'article 45 balaie tout. Donc, il faut savoir, Monsieur le Président, et je ne voudrais pas que par ces dispositions et ces pratiques aléatoires, eu égard à l'article 45, tantôt un texte apparaisse hors sujet, et tantôt un autre texte de même nature
apparaissent pleinement dans le sujet. J'ai vécu des temps à l'Assemblée nationale et au Sénat où on ne s'embarrassait pas de cet article 45. Eh bien, vous savez, ce n'était pas si mal. Merci. La parole est à Monsieur Lecomte. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Notre collègue Sueur vient de préciser la portée normative de cet article 1 qui avait probablement un peu échappé à la sagacité, en tout cas pour ses premiers alinéas de la Commission des lois. Toutefois, c'est sur la partie quota que je souhaiterais m'exprimer, dans la mesure où, là, pour le coup, il y a quelque chose qui n'est pas que normatif, qui précise: le Parlement détermine pour les 3 années à venir le nombre d'étrangers admis à s'installer durablement en France pour chacune des catégories de séjour, à l'exception de l'asile, compte tenu de l'intérêt national. L'objectif en matière d'immigration familiale est établi dans le respect des principes qui s'attachent à ce droit. Encore heureux, on précise sur l'immigration familiale, on respecte le droit et on ne fait pas de quota sur l'asile. Toutefois, Monsieur Karoutchi, puisque vous êtes à l'origine de cet amendement, je voudrais quand même signaler que pour les autres catégories, parce que finalement les primo-arrivants, les primo-délivrances, nous n'en avons pas énormément. Nous en avions 240 000 en 2017. Et sur les 240 000, Monsieur Karoutchi, 87 000, dont 87 000 pour des raisons familiales, dont 50 000 pour des conjoints de Français, 35 000 pour des raisons humanitaires, c'est-à-dire en grande partie pour ce qui est de l'asile. Et pour le reste, finalement, c'est l'immigration économique et l'immigration étudiante. C'est-à-dire que le Parlement fixerait le niveau d'immigration économique, c'est-à-dire les talents que nous souhaitons attirer. C'est quand même idiot. C'est quand même idiot que de demander au Parlement que de limiter le nombre de talents étrangers qui voudraient venir en France. C'est quand même idiot de limiter l'attractivité des universités françaises en disant mais c'est le Parlement qui va limiter le nombre d'étudiants qui viennent en France. Parce que c'est juste là, c'est juste sur ces 2 sujets-là que nous avons de la marge de manœuvre, compte tenu de ce que vous nous avez écrit. Parce que nous ne sommes pas un pays où il y a énormément de titres délivrés tous les ans. 240 000, Monsieur Karoutchi, c'est 3 fois moins que la Pologne. 240 000, c'est les chiffres du 12 juin dernier du ministère de l'Intérieur. Par conséquent, il est clair que vouloir établir une politique de quotas, c'est un trompe-l'œil, c'est un mensonge, ou bien c'est une volonté délibérée de faire en sorte que notre pays ne soit plus capable d'attirer des talents, d'attirer des étudiants, de faire venir ceux dont on a besoin pour faire fonctionner notre économie. Merci. La parole est à Monsieur Karoutchi. Monsieur le Président, Madame la Ministre, je suis admiratif. Mais admiratif. C'est absolument hallucinant. On est en train de nous dire, vous ne vous rendez pas compte, vous allez empêcher les talents de rentrer en France. Dieu est grand, ce n'est pas exactement le problème aujourd'hui. Et sincèrement, on ne doit pas vivre dans le même pays, ni dans le même monde. Moi, je vous dis très clairement, non mais ça certainement, mais moi je ne partage pas l'avis des communistes, je les respecte, mais chacun sa vie. Non, laissez. La vérité, elle est où? Si ce n'est pas le Parlement qui décide, c'est le gouvernement. Si ce n'est pas le Parlement qui à un moment dit ce qu'il veut comme politique migratoire, vous laissez la main libre au gouvernement. Si demain le gouvernement dit écoutez, vu la situation économique, vu la situation politique, vu ce qui se passe en Europe, vu qu'on ne veut pas perdre les élections, on va tout fermer. Eh bien, vous n'avez plus rien à dire. Non mais c'est quand même absolument incroyable. Je vous dis que le Parlement prenne le pouvoir en matière migratoire en respectant le droit d'asile, puisque là-dessus, il n'y a pas de chiffres, en faisant en sorte que, naturellement, s'il y a des conflits, naturellement, on étudie les cas par cas pour le droit d'asile hors quota et hors système. Mais pour le reste, si vous ne le prenez pas, vous, c'est le gouvernement qui le prend. Et si un jour, le gouvernement ne vous convient pas parce que on ne sait pas ce qui peut se passer. Franchement, il y a des pays voisins où le Parlement a été très étonné de voir les élections, très étonné de voir les nouveaux gouvernements. Et si un jour nous avons un gouvernement populiste, vous croyez qu'il va demander au Parlement ce qu'il fait en matière migratoire? Alors je préfère que ce soit le Parlement
qui, en fonction de chiffres apportés par le gouvernement, déterminent et disent voilà comment nous voyons les choses, que de laisser la main complètement à l'exécutif. Qui vous dit que d'ailleurs le Parlement serait beaucoup plus réducteur que le gouvernement? Après tout, vous êtes parlementaire, vous serez là pour dire ce que vous pensez, ce que vous souhaitez. Alors c'est quoi la vérité? On laisse tout au gouvernement, mais on voudrait un Sénat puissant. Eh ben non. Moi je pense que c'est au gouvernement, c'est au Parlement d'avoir là-dessus la décision et d'en parler avec le gouvernement, pas l'inverse. Bien, nous passons à la discussion sur deux amendements identiques de suppression. La parole à Madame Cukierman. Oui, merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Vous ne m'aurez pas convaincu, Monsieur Karoutchi, puisque cet article 1er A a quand même tous les défauts qu'on pouvait attendre d'un article entendant définir des indicateurs précis de la présence des étrangers dans notre pays. Il s'agit en fait de conforter des a priori improuvés et improuvables dans leur lapidaire expression, permettant d'ailleurs ainsi à quelques-uns de réduire l'émigration à du benchmarking comparatif ou, comme on l'a entendu, du shopping de l'asile également. Le problème, mes chers collègues, outre quelques oublis, où sont passés les étudiants hors Union européenne venant en France en vertu d'accords de coopération universitaire avec les pays d'origine, c'est que manifestement ici on appelle étrangers tous ceux qui demandent à entrer en France alors même qu'un grand nombre d'entrées concernent des Français nés hors métropole et parfois leurs conjoints et leurs enfants. N'oublions pas que la France pratique en la matière à la fois le droit du sol et le droit du sang en matière de filiation. Une étude relativement récente de l'INSEE parlant des flux migratoires observés de 2006 à 2013 nous indique entre autres que nous avons enregistré rien moins que 2 466 000 entrées sur notre territoire, dont 1 633 000 immigrés et de fait 833 000 Français nés en France ou à l'étranger. Le tiers des entrées sur le territoire national concerne donc des ressortissants hexagonaux. Sur la même période, 2 068 000 sorties du territoire national ont été constatées, dont plus de 500 000 personnes de nationalité étrangère. Le solde migratoire est passé de 113 000 personnes au positif en 2006 à seulement 33 000 aujourd'hui. De fait, un nombre croissant de jeunes Françaises et Français, faute de trouver un emploi à la mesure de leur qualification dans leur propre pays, vont travailler ailleurs, là où l'on sait reconnaître la qualité de la formation scolaire et universitaire hexagonale. Ainsi, on évalue en 2013 à près de 855 000 le nombre de Françaises et de Français âgés de 25 à 34 ans résidant à l'étranger. Cela fait 4% de notre population active, plus de 5% de l'emploi privé. Vous le voyez donc, mes chers collègues, les données ne sont pas aussi simples. Et suite à vos propos, Monsieur Karoutchi, qui visait à nous faire maintenir cet article 1er A au nom de la défense du travail du Parlement, permettez-moi de vous dire que je crois qu'il faut aussi que vous assumiez les sous-entendus derrière l'écriture d'un tel article et de votre politique migratoire, qui est la vôtre et qui n'est pas celle d'une majorité de Français. Merci. Donc la parole, Monsieur Karoutchi, la parole est au gouvernement pour la défense d'un amendement identique. Merci, Monsieur le Président. L'article 1er A, donc, introduit par la Commission des lois, réécrit l'article du CESEDA définissant le contenu du rapport annuel au Parlement. Les différents éléments mentionnés dans l'amendement voté en commission des lois, dont ceux relatifs à la politique européenne d'immigration et d'intégration, figurent déjà dans le rapport annuel remis au Parlement. Donc, il y a également l'introduction de quotas votés par le Parlement à travers la détermination sur 3 années à venir du nombre d'étrangers admis à s'installer durablement en France pour chacune des catégories de séjour, à l'exception de l'asile, ne résiste pas à l'examen de faisabilité. Elle n'avait d'ailleurs pas été mise en œuvre par les gouvernements précédents et hantés, et je ne vais pas citer Pierre Mazeaud, puisque M. Young l'a fait tout à l'heure, mais qui avait conclu à
au caractère irréalisable, en effet, de ces quotas. Le gouvernement est défavorable au fait qu'une telle politique soit mise en œuvre. En effet, l'immigration familiale résulte en grande partie des principes figurant dans la Constitution, le droit à mener une vie familiale, normale ou la liberté de mariage, et dans les conventions, bien sûr, internationales. En ce qui concerne l'immigration professionnelle, notre droit encadre l'emploi des nouveaux immigrés par la délivrance des autorisations de travail en fonction du marché du travail. En ce qui concerne les talents internationaux et les étudiants étrangers dont il a été question à l'instant, le gouvernement a fait le choix de développer l'attractivité du territoire national pour ces publics compte tenu de leur rapport à notre économie et au rayonnement de la France. Enfin, les actions conduites par les collectivités territoriales peuvent être déjà ajoutées au rapport en tant que de besoin sans nécessité de modification législative. Pour toutes ces raisons, il est donc proposé de supprimer cet article. Merci, Madame la Ministre. Un avis de la Commission sur les deux amendements identiques. Monsieur le Président, Madame la Ministre, à la fois sur l'amendement 23 et sur le 502, l'avis de la Commission est défavorable puisque, naturellement, elle avait accepté l'amendement déposé par Monsieur Karoutchi. Je voudrais rappeler quelques éléments simplement. Cet amendement, et le Sénat s'est déjà prononcé en 2006 sur la volonté d'avoir un débat au sein de cette Assemblée et au sein du Parlement plus largement sur les politiques migratoires. Nous pensons qu'il est effectivement nécessaire d'avoir une vision globale qui ne soit pas confisquée, le terme est peut-être un peu fort, par l'exécutif, mais qui puisse être partagée par la représentation nationale. De surcroît, il est intéressant de connaître les capacités d'accueil que nous avons dans le cadre de ces politiques. Et d'ailleurs, on est en parfaite coordination avec les objectifs fixés par le texte, la volonté de maîtriser l'immigration. Sur les chiffres eux-mêmes, la notion de quota peut être assez large, elle n'est pas forcément absolument rigide, elle peut porter naturellement sur les titres de séjour et non pas sur les pays sources. Et par ailleurs, vous avez un élément sur lequel nous avons rarement des informations, c'est celui des régularisations. Nous avons les régularisations au bout du bilan et encore pour partie, et nous les aurions à ce moment-là, on pourrait avoir un débat sur ce que sont les régularisations. Et puis enfin, sur l'immigration du travail, nous aimerions avoir des éléments aussi. Je me permets de rappeler que depuis 2008, sur ce que l'on considère d'ailleurs les métiers en tension, on n'a plus aucune information. C'est la raison pour laquelle la Commission a donné un avis favorable et donc un avis défavorable en revanche aux deux amendements de suppression. Merci. Pour explication de vote, j'ai Monsieur Lecomte. Merci Monsieur le Président. Le groupe socialiste votera ces deux amendements aux origines variées mais à l'objectif similaire, dans la mesure où nous ne pouvons pas accepter une politique de quotas. Monsieur Karoutchi pense que le débat, c'est simplement de savoir si les quotas, c'est le gouvernement ou le Parlement qui les fixe. Nous vous répondons non, ni l'un ni l'autre. Nous vous répondons critères objectifs. Critères objectifs pour les étudiants, critères objectifs pour le talent, parce que tous les talents sont intéressants et c'est ce que nous souhaitons. Nous ne pouvons pas avoir une politique de quotas. Et j'ajoute à cela que sur justement ces deux types de raisons de donner un titre de primo-arrivant, que ce soit des étudiants ou des titres pour raisons économiques. Dans ces deux cas, le taux de personnes qui restent sur le territoire sur une longue période n'est pas très important. Il y a 40% des primo-arrivants qui restent, pas plus. Et sur les catégories économiques et étudiants, c'est très faible. Donc ça n'a rien à voir avec une évolution, une submersion ou autre. Nous ne voulons pas de quotas sur ces deux. Nous vous répondons critères objectifs. Et une immigration avec des critères objectifs, c'est la meilleure manière pour que ce soit compris. Y a-t-il d'autres demandes d'explication de vote? Oui, Madame Gréaume. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, au-delà de la position du gouvernement que l'on peut comprendre pour des raisons de positionnement global, la vraie question que nous pose cet article 1er est la suivante. Quelles sont les intentions de ceux qui estiment nécessaire de fixer chaque année un quota d'émigration?
Nous avons souligné dans la discussion que l'effet réel de l'entrée de personnes de nationalité étrangère sur le territoire français était bien moindre que celui du discours qui accompagne cette réalité de notre temps. Et nous avons découvert que, sous certains aspects, notre pays était aussi un pays d'émigration, non pas parce que nous aurions une fiscalité insupportable, ce que croient ou tentent de faire croire quelques beaux esprits noyés dans l'idéologie dominante, mais tout simplement parce qu'en l'état actuel des choses, l'économie et les entreprises de notre pays sont parfaitement incapables de tirer parti de l'évolution, de l'élévation continue du niveau de formation générale, scientifique et technologique de nos jeunes diplômés pour en faire le puissant levier de croissance durable qui nous manque. Avec sans nul doute là-dessus ce problème récurrent que pose la grande appétence des actionnaires de nos entreprises, de la PME au groupe transnational, pour le retour le plus rapide sur investissement sous forme de généreux dividendes. Ne négligeons pas, ceci dit, que malgré ces handicaps, notre pays demeure l'une des plus riches économies du monde et que l'on peut présumer de sa capacité assez large à accueillir des populations venues d'ailleurs, singulièrement quand nous avons eu dans un passé plus ou moins récent la particularité d'en faire nos colonies, et par le fait des pays francophones. L'immigration n'a jamais été véritablement un phénomène de masse en France, sauf en certaines circonstances exceptionnelles où la saignée de forces vives causée par un conflit prolongé avait mené à l'arrivée massive de travailleurs étrangers et de leurs familles. Pour ne prendre qu'un exemple, pour un pays comme le Mali, dont la population a quadruplé depuis l'indépendance, frisant désormais les 20 millions d'habitants, où le fait de partir pour l'étranger est, dans certaines régions, une forme de passage obligé dans l'existence. Le nombre de ressortissants qui migrent vers les pays les plus proches est autrement plus conséquent que celui de ceux vivant en France. Le diaspora malienne en France, c'est entre 120 000 titulaires de carte de séjour et 500 000 Maliens d'origine, dont une partie naturalisée française. Alors comme pour l'instant on est dans le football, regardez le nom des joueurs de l'équipe de France de football, engagés en Coupe du Monde cette année, qui pour une grande part assurent bien des tâches dans des activités économiques marquées pour la pénibilité, dans le nettoyage, y compris dans nos gares, nos stations de métro. Alors, oui, nous voterons pour cet amendement. Donc, non, c'est l'occasion de le dire, nous sommes qu'au début de ce débat qui risque d'être long. On va avoir le temps de faire des explications de vote tant que vous voulez, c'est le droit. Par contre, on respecte le temps, s'il vous plaît, parce que sinon, l'un s'appuiera sur l'autre pour dire qu'il a le droit de dépasser. Donc, je n'ai pas... Il y a M. Karoutchi aussi qui veut une explication de vote. Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, d'abord, juste pour l'oratrice communiste de tout à l'heure, bien entendu, on voyait des sous-entendus dans ma liste, c'est pas la mienne, c'est la liste du CESEDA, donc allez voir les structures pour voir comment ils font les listes. Je n'ai pas le sentiment d'avoir inventé quoi que ce soit. Deuxième élément, franchement, ce débat est surréaliste. Pardon, Monsieur Lecomte, les critères objectifs, ça ne veut rien dire. Autant vous pouvez définir des critères objectifs sur le droit d'asile, sur qui a le droit de rentrer par rapport à des conflits, à des persécutions, autant dire il y a des critères objectifs pour dire si on peut rentrer, par exemple, pour l'immigration économique. Ben, c'est quoi les critères objectifs? C'est des quotas. Parce que je ne vois pas ce que ça veut dire, des critères. Mais non, écoutez, ça n'a pas de sens. Critères objectifs, ça ne veut rien dire. Il n'y a pas de critères objectifs. Il y a des critères définis par le gouvernement, et voilà, et puis on les applique. Bon, à partir de là, moi je veux bien, mais enfin, sincèrement, je trouve que je préfère que ce soit le Parlement qui, dans sa sagesse, dans sa diversité, puisse définir un certain nombre de lignes directrices, plutôt que de dire, sous la pression de l'émotion, sous la pression d'événements, le gouvernement ou d'autres vont définir de nouveaux critères que l'on acceptera peut-être pas. Je ne vois pas en quoi le fait de pouvoir parler au Parlement, comme on l'a fait effectivement en 2006, de pouvoir parler des lignes directrices de la politique migratoire en France, est attentatoire. Qui vous dit qu'après tout, on ne dira pas qu'on trouve que le gouvernement est trop peureux et qu'il ne faut pas davantage ouvrir? Le Parlement peut le faire. Pourquoi est-ce qu'on serait forcément plus réducteur que le gouvernement? Ou alors c'est nous faire très peu confiance.
globalement dans notre diversité. Moi, j'estime que, franchement, cet article, d'ailleurs, Madame la Ministre, n'enlève rien au gouvernement. J'ai bien compris que vous préfériez conserver la main. Après tout, c'est normal, c'est le jeu de l'exécutif. Mais partager le pouvoir de déterminer qui rentre, qui ne rentre pas avec le Parlement, c'est pas déshonorant et ça n'a rien de réducteur ou d'infamant. La parole est à Monsieur Reichardt. Madame la ministre, mes chers collègues, ça sera une intervention très courte. Effectivement, je ne vois pas en quoi ce serait impossible ou interdit au Parlement de se prononcer sur une politique d'immigration sur la base de critères dont la liste est fixée dans la loi. Lorsque M. Karoutchi dit que c'est ou le Parlement ou le gouvernement, on voit apparaître une troisième possibilité, ce sont les critères objectifs. Moi, je dirais simplement que c'est une politique à volo. C'est l'absence totale de volonté de maîtrise de l'immigration. Et il me semblerait quand même que, compte tenu des possibilités offertes par la France aux personnes qui veulent s'installer chez nous dans des conditions de dignité, il faut maîtriser. Eh bien, la seule alternative à l'absence de maîtrise, qui est celle que, semble-t-il, souhaite M. Lecomte et celles et ceux qui souhaitent voter ces deux amendements, la seule alternative, c'est précisément que le Parlement s'en occupe et fixe lui-même une politique de maîtrise de cette immigration. Merci. La parole est à Monsieur Pierre Laurent. Une explication de vote. Monsieur Karoutchi et nos collègues de droite, nous voyons bien, cherchent à noyer le poisson. Le débat n'est pas de savoir si le Parlement doit avoir plus de pouvoir. On se donnera rendez-vous sur la question de la défense des droits du Parlement quand on abordera la réforme à venir, et on verra qui est au rendez-vous dans la défense des droits du Parlement. Donc ce n'est pas à nous qu'il faut venir expliquer qu'il faut renforcer les droits du Parlement. Vous noyez le poisson. Vous savez très bien qu'à travers le débat sur cet article, il y a un débat sur la philosophie de notre politique d'immigration et de notre politique d'accueil. Et c'est sur ce point qu'il y a effectivement une différence sérieuse entre nous. Vous souhaitez une politique extrêmement restrictive et vous ambitionnez de l'encadrer dans des chiffres définis pour les 3 ans. Et nous pensons qu'il faut au contraire aborder cette question en prenant la mesure de l'enjeu mondial, national, européen de cette question des migrations, avec une vision qui mise effectivement sur autre chose que cette politique restrictive qui est la seule manière avec laquelle vous envisagez ça. C'est sur cette question que porte le débat et que porte le débat sur l'ajout de l'article 1A et pas sur la question des droits du Parlement. Donc ne noyez pas le poisson, assumez votre choix politique et nous voterons sur cette question. La parole est à Monsieur Houllegatte. Oui, la façon dont nous abordons le débat par les quotas me semble, moi, tout à fait symptomatique de la façon dont les choses se déroulent en ce moment. Je crains que les quotas, qui sont peut-être de nature à rassurer, ne soient en réalité dictés par la peur. Or, il faut reconnaître que la peur, elle n'est jamais bonne conseillère. Elle conduit parfois à des renoncements et parfois à des reniements. Je ne voudrais pas faire de procès d'intention, mais je crois que la façon dont a été gérée la problématique de l'accueil de l'Aquarius n'était dictée tout simplement par la peur de la réaction de la partie la plus extrémiste de notre population et qu'elle conduit d'une certaine façon à renier à ce que la France est perçue à l'étranger et ce qu'elle doit être d'elle-même, à savoir ouverte sur l'extérieur. Donc, et je rejoins ce qui a été dit. Je crois que en entrée de loi, un texte comme celui-là qui fixe des quotas me semble pas de nature à présider à une certaine forme d'enthousiasme. Merci. Donc je n'ai plus de demande d'explication de vote, c'est bien ça.
Donc, nous allons passer au vote et j'ai une demande de scrutin public par le groupe Les Républicains sur les amendements et CRCE. Oui, il faut me l'écrire. Pour les amendements numéro 23 et 502. Je rappelle que l'avis de la commission, c'est défavorable, mais que l'avis du gouvernement est favorable. Le scrutin sera ouvert dans quelques instants. Scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Voici le résultat du scrutin numéro 131 sur les amendements identiques numéro 23 rectifié et 502. Compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénatrices et sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, nombre de votants 343, nombre de suffrages exprimés 343, pour l'adoption 135, contre 208, le Sénat n'a pas adopté. Voilà pour le débat dans l'hémicycle hier en fin d'après-midi dans un climat plutôt calme et posé. Vous l'avez vu, les sénateurs de la droite sénatoriale ont introduit dans le texte le principe d'un débat annuel au Parlement pour fixer des quotas d'immigration, des objectifs chiffrés en la matière. Vous allez voir en revanche un changement de ton dans la soirée. Les esprits se sont échauffé. Vous allez le voir notamment lorsque David Assouline, le sénateur socialiste, vice-président du Sénat, qui jusque-là présidait la séance, est intervenu finalement dans l'hémicycle. Le sénateur est venu dénoncer la politique d'immigration menée par les États-Unis, parlant de ces enfants enfermés dans des cages, je le cite, qui sont séparés de leurs parents. Je précise toutefois que ce n'est pas du tout ce type de dispositif qui est prévu dans le projet de loi Asile, Immigration, Intégration, qui d'ailleurs a été adouci sur ce point-là par la majorité sénatoriale, la majorité qui sinon dans l'ensemble a durci le texte. Retour donc à ce débat hier soir dans l'hémicycle. Après l'article 1er A, nous allons examiner l'amendement numéro 404 rectifié, défendu par Monsieur le Président Assouline. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Je veux, à travers cet amendement, m'adresser à l'ensemble de mes collègues pour qu'ils mesurent, à ce moment de notre discussion sur cette loi, l'état du monde et notre responsabilité. Nous sommes dans un moment où, sur les questions liées à l'immigration, il y a des politiques qui sont menées, quand on regarde les États-Unis, séparation des enfants fermés dans des cages, quand on regarde ce qui se passe dans toute l'Europe de l'Est, ce que défend l'Italie aujourd'hui, ça sent très mauvais. C'est un moment où on peut considérer, c'est l'objet de cette discussion, c'est la position du gouvernement qui est défendue par la droite en allant plus loin dans cet hémicycle. Mais je vous interpelle tous. Est-ce que par rapport à ce danger raciste, populiste, qui déferle, qui semble tout submerger et qui nous rappelle des moments, est-ce que être plus ferme, c'est le rempart? C'est-à-dire, est-ce que verser dans ce flot d'explications qu'il y aurait un danger à ces migrations ou à ces réfugiés, c'est le rempart pour nous protéger? Alors que ça fait 20 ans qu'on fait la même chose. Parce que s'il y a des lois quasiment toutes les 2 ans, c'est parce qu'on dit ici que pour empêcher la montée du Front National, il faut fermer. Le Front National monte. Et nos législations ont été sans arrêt plus dures. Sans arrêt. Alors, je vous interpelle tous. Nous avons une responsabilité très importante. Parce que nous savons que nous sommes dans un moment de basculement possible. Et que quand l'Espagne fait ce qu'elle a fait, elle allume une bougie. Elle met un rayon de soleil dans cette Europe qui peut sombrer dans la nuit. Alors, à l'inverse de tout ce que j'ai entendu, cet amendement que je défends vise au contraire à consacrer en un amendement les droits fondamentaux, inaliénables, d'accueil des migrants et des réfugiés dans notre pays. Merci, chers collègues. Quel est l'avis de la Commission ?
Monsieur le Président, Madame le Ministre, objectivement, c'est un amendement dont on sent les bonnes intentions, c'est clair, mais les droits existants, les droits en tous les cas visés dans l'amendement sont déjà existants, et de surcroît, la liste ne saurait être exhaustive. Donc c'est la raison pour laquelle, n'ayant pas de caractère normatif, je dirais que la Commission a émis un avis défavorable. L'essentiel, après l'intervention faite par notre collègue, aurait été qu'il le retire, parce qu'on comprend bien ce qu'il veut dire. Et sur un plan strictement juridique et sur le fond lui-même, l'avis est défavorable. Merci, Monsieur le rapporteur. Madame la ministre, pour l'avis. Le gouvernement n'est pas non plus favorable à votre amendement, car comme vient de le dire le rapporteur, si la démarche, bien sûr, est tout à fait louable pour les personnes visées, elle ne relève pas exclusivement de la politique de l'immigration et donc de ce projet de loi, puisqu'elle concerne toutes les personnes, quelle que soit leur nationalité, donc y compris les Français vivant en France. Il serait donc contre-productif d'établir ainsi une liste de droits qui relèverait d'autres dispositifs que le seul droit des étrangers et qui pourraient être modifiés par la suite. Ainsi, les dispositions de garantie des droits en matière d'hébergement d'urgence ont leur place dans le Code de l'action sociale et des familles et non dans le CESEDA. Le gouvernement n'étant pas favorable au fait d'introduire dans un code dédié aux étrangers des dispositions législatives à caractère général concernant d'autres politiques et un public plus large que les étrangers, il émet par conséquent un avis défavorable à cet amendement et évidemment, je pense que ce serait une bonne chose que vous le retiriez. Merci, Madame la ministre. Monsieur Assouline, pour explication de vote. Non, c'est paradoxal. Bon, les bonnes intentions ou les intentions humanistes sont considérées comme étant à retirer. J'ai entendu dans le débat sur l'avenir de la SNCF que dans la loi, il n'était pas du tout question de remettre en cause son caractère public. Pourtant, finalement, puisqu'il y avait des doutes, nous l'avons mis dans la loi. Et donc là, c'est pareil. Ces droits fondamentaux inaliénables pour l'ensemble de ceux qui vivent sur notre territoire. Il y a un socle. Il y a un socle, qu'on soit étranger ou français, que j'ai répertorié dans l'amendement. Et c'est bon de le rappeler, parce qu'ensuite on peut débattre. Mais le respect de la dignité, quelle que soit la nationalité de celui qui vit sur le territoire de la République française, qui existe dans différents textes, les ramasser à ce moment-là pour dire que l'on va discuter dans la loi de tout le reste, mais que cela est un socle, que cela c'est la dignité humaine telle que la considère la République pour tous les êtres humains de notre territoire. Je pense que ce n'est pas inutile dans ce moment que j'ai essayé de décrire dans mon intervention de présentation, qui n'est pas anodin. Ce n'est pas n'importe quel moment, et ça, c'est vraiment dans la tradition de la position française dans le monde quand il s'agit d'enjeux aussi importants pour l'humanité. Merci, chers collègues. Monsieur Bonnecarrère, pour explication de vote. Oui, notre groupe partagerait assez volontiers le point de départ exposé par notre collègue et notamment la présentation dramatique de la situation en Europe. Nous sommes devant des problèmes qu'aucun d'entre nous n'aurait imaginé, d'avoir des pays dans notre Europe pour lesquels les règles démocratiques ne sont plus une évidence, avec des théories dites de l'illibéralisme démocratique, des pays qui arrivent à convaincre leurs concitoyens que réduire les libertés est finalement acceptable si l'on améliore leur protection. Nous comprenons le point de départ de votre raisonnement. De la même manière que nous ne pouvons pas nous satisfaire des fractures qui existent, non pas simplement entre l'Ouest et l'Est, mais entre l'Europe du Sud
et l'Europe du Nord. Par rapport à cela, et pour moi la réponse à votre amendement n'est pas technique, elle est bien politique, ainsi que pour mes collègues, elle est effectivement de tenir dans notre pays l'état de droit, et je pense que le travail présenté par le gouvernement et par le rapporteur vont effectivement dans ce sens, mais en même temps de travailler, ou parallèlement, pardon, de travailler à une convergence entre les pays d'Europe, parce que nous ne pouvons pas nous satisfaire de l'éclatement dramatique que l'on constate aujourd'hui, des risques effectivement de repliement et de montée des nationalismes. Nous avons un enjeu collectif de réussir le Conseil européen des 26 et 27 juin, et donc autant nous avons vocation à vous suivre sur les valeurs démocratiques et la protection de notre État démocratique, autant il faut aussi le faire dans le respect des préoccupations de nos concitoyens et surtout avec le souci de garder le contact avec les autres pays d'Europe pour arriver à une forme de dénominateur commun, tout en sachant que l'exercice est d'une particulière complexité, mais c'est toute la responsabilité du gouvernement. Merci, chers collègues. Je mets donc aux voix l'amendement 404 rectifié qui a fait l'objet d'un double avis défavorable de la Commission et du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Nous passons à l'article 5 avec des demandes de prise de parole. D'abord, Madame la Présidente Assassi. Oui, merci Monsieur le Président. Cet article 5 est l'un des plus emblématiques de ce projet de loi. Il est de ceux qui cristallisent les critiques de l'ensemble des associations et acteurs du droit d'asile. Il porte essentiellement la réduction du délai de dépôt d'une demande d'asile de 120 à 90 jours à compter de l'entrée sur le territoire, afin que celle-ci soit examinée en procédure normale. Ce qui signifie que les demandes déposées après 90 jours seront toutes examinées en procédure accélérée. Passer de 4 mois à 3 mois pourrait sembler anecdotique, mais loin s'en faut, la procédure accélérée offrant des garanties aux demandeurs d'asile bien moindres que la procédure normale. En particulier, l'OFPRA doit, dans ce cadre, statuer en 15 jours, délai qui ne permet pas d'approfondir l'instruction de la demande d'asile. Ce choix va directement à l'encontre des mises en garde formulées par le Défenseur des droits dans son avis, lequel soulève que dans un contexte de saturation du dispositif national d'accueil, rien ne garantit qu'il ne sera pas procédé à des placements injustifiés en procédure accélérée lorsque la personne en quête d'une protection internationale n'aura pas, du fait de la saturation du dispositif, pu déposer sa demande dans le délai imparti sans toutefois pouvoir justifier de ses tentatives infructueuses. La possibilité d'accélérer l'examen de la demande est justifiée, y compris dans le rapport de M. Buffet, par l'article 8 de la directive procédure. Toutefois, je vous rappelle, comme vous l'a signifié le Défenseur des droits dans l'avis qu'il vous a remis, que la directive ne fixe pas un délai maximal au-delà duquel il y aurait lieu de supposer que la demande présente un caractère tardif. Aussi, le droit interne va en ce point déjà plus loin que ce qu'exige le droit européen en prévoyant une présomption de tardivité pour les demandes déposées au-delà de 120 jours. De plus, cet article réduit ce même délai à 60 jours pour la Guyane, soit 1 mois de moins que pour la métropole. Nous y reviendrons dans la suite de la discussion. Mais le développement du droit d'exception dans le CESEDA est injustifié et fait des territoires ultramarins des territoires de seconde zone. En parallèle, dans le même objectif, cet article dispose que les convocations à l'OFPRA et les décisions de l'Office pourront désormais se faire par tout moyen, y compris électronique, inévitablement au détriment des demandeurs d'asile, lesquels sont particulièrement vulnérables. Nous reviendrons là aussi sur ce point dans le débat. En définitive, cet article 5 entrave le dépôt de la demande d'asile dans un délai raisonnable et ne permet pas la bonne information des demandeurs d'asile quant au sort qui leur est réservé. Et c'est toutes ces raisons pour lesquelles nous demandons la suppression de cet article. Merci, chers collègues. Monsieur Maurice Antiste. Merci, Président. Cet article pose problème à plusieurs niveaux. Ainsi, le troisième alinéa 3 du grand 3 de l'article L723-2 prévoit de réduire de 120 jours à 90 jours le délai avant placement en procédure accélérée, ce qui augmenterait mécaniquement
le nombre de ces placements. D'un point de vue pratique, en procédure normale, l'OFPRA a 6 mois pour statuer après enregistrement du dossier et la CNDA 5 mois après l'enregistrement du recours. En procédure accélérée, l'OFPRA a 15 jours pour statuer après enregistrement du dossier et la CNDA 5 semaines après enregistrement du recours. Dans ce cas, l'affaire est jugée par un juge unique et non par une formation collégiale. Cette procédure est donc particulièrement désavantageuse pour les demandeurs d'asile. L'alinéa A du 2 prévoit que l'OFPRA puisse convoquer le demandeur d'asile à l'entretien par tout moyen. En outre, toutes les décisions de l'Office pourront être notifiées par tout moyen garantissant la confidentialité. Il s'agit de permettre la notification des décisions de l'OFPRA par voie dématérialisée, SMS, mail et téléphone, et non plus uniquement par voie postale. Or, un tel élargissement des voies de notification des décisions de l'OFPRA ne va bien sûr pas sans poser de difficultés au regard de la situation de précarité dans laquelle se trouvent de nombreux demandeurs d'asile, certains sans accès direct à Internet, certains sans téléphone, etc. Enfin, l'alinéa 6 permettrait à l'OFPRA d'imposer aux demandeurs d'asile la langue dans laquelle ils seront entendus dans la mesure où il est prévu que le migrant peut être entendu dans une langue dont il a une connaissance suffisante. Or, selon les associations accompagnant les migrants, il n'est pas rare qu'il soit imposé au demandeur une langue qu'il a déclaré comprendre lors de son enregistrement en préfecture, alors qu'il cherchait uniquement à manifester sa bonne disposition à l'intégration. Dès lors, il est très malaisé pour un demandeur dans cette situation de se faire comprendre au mieux, de décrire son parcours, ses craintes légitimes en cas de retour dans le pays d'origine et plus simplement de défendre ses droits. C'est pourquoi il est nécessaire, à l'instar de l'avis du défenseur des droits, d'abandonner cette disposition, y compris celle relative aux alinéas 6 et 7 de l'article 7. Par ailleurs, contraire à l'esprit de la directive procédure, puisque les modifications envisagées risquent de compromettre l'accès effectif du demandeur d'asile à la procédure. Merci, chers collègues. Madame Esther Benbassa. Merci, Monsieur le Président. Le placement en procédure accélérée prive tout bonnement le justiciable de la collégialité devant la CNDA et raccourcit le délai de préparation du dossier au détriment de la qualité de l'instruction. Vous l'aurez compris, nous pouvons ainsi craindre des traitements de dossiers faits à la hâte et de ce fait des décisions rendues éthiquement contestables. Par cet article, ce sont les requérants qu'on pénalise dans la formation de leurs requêtes, mais également l'instruction des agents de la CNDA qu'on dessert en leur imposant une logique de rendement. Cette philosophie quantitative plutôt que qualitative devrait pourtant être proscrite dans le traitement administratif de ce type de dossier. Dans cet article, la disposition qui autorise l'OFPRA à adresser la convocation au requérant à son entretien individuel par tout moyen est injuste. Les rédacteurs du présent projet de loi méconnaissent-ils la réalité au point de croire que tous les exilés disposent d'un téléphone portable, d'une adresse pour recevoir un courrier postal ou Internet pour se voir communiquer un mail? Je ne le pense pas. Je crois, hélas, que l'exécutif fait le pari cynique qu'ainsi le nombre de requérants déboutés sera multiplié, ceux-ci n'ayant pu défendre leur cause, ne s'étant rendus à l'entretien individuel avec l'OFPRA. Mes chers collègues, ces exilés qui ont fui la guerre, la misère, les dégradations climatiques, l'instabilité politique méritent un traitement plus digne de leur demande d'attribution de titre de séjour qu'un traitement déshumanisé et mathématique de leurs requêtes. Merci, chers collègues. Monsieur Richard Yung. Merci, Monsieur le Président. Je tiens à exprimer mon désaccord avec cet article tel qu'il est rédigé. Je considère qu'il présente un risque d'affaiblissement des droits pour une majorité des demandeurs d'asile. L'abaissement du délai de dépôt d'une demande d'asile de 90 jours ne peut avoir que des effets
négatif sur l'accueil du demandeur. On a déjà décrit la situation dans laquelle sont ces demandeurs qui arrivent sur notre sol, et il n'est pas raisonnable de penser qu'en 90 jours, ils puissent monter un dossier complet, aussi complexe d'ailleurs que sont ceux que demande le CESEDA. Ce qu'il y a derrière, mes chers collègues, cet abaissement du délai des dépôts, c'est une hausse du recours à la procédure accélérée. Aujourd'hui, 40% des demandes d'asile en font l'objet, et il est tout à fait certain que si cet article est adopté, ce pourcentage va augmenter de façon significative. Plus de la moitié des demandeurs d'asile risquent donc de voir leur dossier examiné sous un régime dérogatoire au droit commun, qui présente un risque, bien sûr, de prise en compte insuffisante des différentes circonstances et de jugement de leur situation. La procédure normale prévoit que l'OFPRA dispose d'un délai de 6 mois pour statuer sur une demande d'asile. La procédure accélérée abaisse ce délai à 15 jours. Donc, pour toutes ces raisons, je suis hostile à cet article. Merci, cher collègue. Monsieur Patrice Joly. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, comment ne pas s'opposer à cet article qui affaiblit et détériore les garanties des droits fondamentaux des demandeurs d'asile? L'article 5 a pour objet la réduction des délais d'instruction des dossiers, actuellement de l'ordre de 13 mois. Cela pourrait être un objectif partagé si les services concernés bénéficiaient pour cela de moyens adaptés. Le projet de loi propose notamment de réduire de 120 à 90 jours le délai à compter de l'entrée sur le territoire, au-delà duquel le dépôt d'une demande d'asile peut entraîner l'examen de celle-ci selon la procédure accélérée. Or, les moyens choisis pour atteindre ce but consistent exclusivement en une réduction des garanties procédurales au détriment des demandeurs d'asile. L'augmentation du nombre des procédures accélérées, la réduction des délais de recours devant la CNDA, la fin du caractère suspensif de certains recours devant la CNDA, le choix de la langue de la procédure, les convocations envoyées par tout moyen et la systématisation de la visioconférence pour les audiences. Les demandeurs d'asile et les professionnels du droit d'asile ont déjà toutes les peines du monde à tenir les délais de 120 jours. Pensez-vous réellement qu'un délai de 90 jours soit tenable ? Or, la procédure accélérée raccourcit le délai de préparation du dossier au détriment de la qualité de l'instruction. Elle prive en outre le justiciable de la collégialité devant la CNDA. Toutes ces dispositions du projet de loi méconnaissent manifestement le respect des droits de la défense et le droit à un procès équitable garanti par la Convention européenne des droits de l'homme. Merci, cher collègue. La parole est à Monsieur Didier Marie. Merci, Monsieur le Président. Le gouvernement et la majorité du Sénat veulent, comme l'ont indiqué mes collègues précédemment, réduire les délais dans lesquels le demandeur d'asile doit déposer sa demande en la ramenant de 120 à 90 jours. La main sur le cœur, on nous affirme que c'est pour réduire les délais d'instruction. Nous ne sommes pas tout à fait sûrs de l'objectif poursuivi. Est-ce pour protéger au plus vite les demandeurs ou bien est-ce pour leur rendre la vie plus difficile, les décourager, eux, et ceux qui seraient tentés ultérieurement de choisir la France? Le gouvernement n'a pas amené d'arguments convaincants pour justifier ce recul sur les délais. En tout cas, pas en faisant référence à la directive qui ne fixe de délai limite pour les qualifier de tardives. Pourquoi revenir sur les 120 jours? Pourquoi suspecter le demandeur de tarder? Pour s'installer? Pour frauder? C'est méconnaître la situation des demandeurs. Nous sommes nombreux ici, à l'occasion de cette loi ou, plus souvent, à aller à leur rencontre et à celle des associations. Quand on fuit un conflit, que l'on y échappe dans la clandestinité, que l'on est maltraité, voire torturé par les passeurs ou les autorités des pays de transit, quand on traverse la Méditerranée dans des conditions précaires, que l'on risque de chavirer, que l'on voit ses compagnons de voyage se noyer, que l'on franchit les Alpes en hiver pour échapper au contrôle, on peut, au moment de penser à sa demande d'asile, avoir besoin d'un temps de répit. Cette semaine, on m'a présenté le cas d'une jeune femme mauritanienne
qui a fui son pays du fait d'une menace d'excision. Elle a rejoint sa sœur en France, en Seine-Maritime, qui, elle, n'avait malheureusement pas pu y échapper. Son parcours fut dangereux. Alors qu'elle aurait pu bénéficier d'une protection, elle est restée terrée plusieurs mois chez sa sœur, dépassant les délais, incapable d'affronter les démarches. Des histoires comme celle-ci, il y en a des centaines. La plupart des demandeurs ont besoin de temps pour se reconstruire. À cela s'ajoute la méconnaissance des procédures, la difficulté de comprendre et de se faire comprendre dans une langue maîtrisée, l'isolement, la précarité, 60% d'entre eux ne sont pas hébergés, l'absence de conseils, voire de mauvais conseils. Le texte, nous y reviendrons, prévoit encore de compliquer les démarches avec la dématérialisation, avec une langue imposée. Passé 90 jours, ces personnes passeraient sous le régime de la procédure accélérée, non pour mieux les protéger, mais pour simplifier l'examen de leurs demandes et donc rendre précaires leurs conditions d'accès à l'asile. Merci, chers collègues. Monsieur Lecomte, vous renoncez à votre prise de parole. Merci. Nous passons à l'amendement 6, défendu par Madame Benbassa. Merci, Monsieur le Président. Cet article, comme mes collègues l'ont déjà dit et moi-même aussi, comporte des dispositions affaiblissant considérablement les garanties et les droits fondamentaux des demandeurs d'asile, et c'est pourquoi nous en souhaitons la suppression. Merci, chers collègues. Quel est l'avis de la Commission, Monsieur le rapporteur? C'est sans surprise, Monsieur le Président, un avis défavorable, puisque l'amendement est un amendement de suppression de l'article 5. Je voudrais quand même rappeler quels sont les éléments de cet article, et en particulier les dispositions principales. D'abord, il s'agit de la réduction du délai de 120 à 90 jours dans laquelle une demande d'asile devient tardive. Je ne peux que souscrire à cette démarche que nous avions d'ailleurs proposée en 2015 au Sénat. L'objectif est d'assurer la célérité du traitement de la demande d'asile afin de garantir le plus rapidement possible une protection aux personnes qui en ont besoin et d'exclure évidemment les demandes manifestement étrangères à un besoin de protection. Je rappelle qu'il s'agit donc d'un délai de 3 mois pour enregistrer la demande en préfecture. Ce n'est pas le traitement elle-même du dossier, mais c'est l'inscription de la demande en préfecture. Deuxième sujet, s'agissant des convocations et des notifications des décisions de l'OFPRA envoyées aux demandeurs par tout moyen, c'est vrai que c'est un dispositif nouveau et l'OFPRA a souhaité mettre en place un dispositif qui soit pleinement compatible avec la garantie des droits des usagers. Vous avez raison et nous avons raison de rappeler que si la décision de l'OFPRA doit avoir le caractère certain qu'elle ait touché le demandeur pour qu'il puisse éventuellement exercer les voies de recours possibles. À cet égard, la Commission a d'ailleurs intégré un décret en Conseil d'État qui devra préciser les modalités techniques permettant d'assurer la confidentialité de la transmission de ces documents et leur réception personnelle par le demandeur. C'est le moyen de sécuriser la proposition qui est faite par le gouvernement. C'est donc un avis défavorable à l'amendement de suppression de l'article 5. Merci, Monsieur le rapporteur. Madame la ministre. Bien sûr, le gouvernement a un avis défavorable puisque cet article contient un ensemble de mesures destinées à favoriser la réduction du délai de traitement des demandes, telles que la simplification des modalités de convocation et de notification des décisions, ou la réduction du délai laissé au demandeur pour déposer sa demande une fois entré sur le territoire. Par ailleurs, le gouvernement est défavorable aussi à cet amendement de suppression qui contient des mesures protectrices, s'agissant notamment de la définition des pays d'origine sûrs ou la présence à l'entretien de protection d'une association spécialisée accompagnant le demandeur handicapé. Le supprimer, cet article irait évidemment à l'encontre des objectifs poursuivis par le gouvernement. Merci, Madame la ministre. Monsieur Lecomte, pour explication de vote. Merci, Monsieur le Président. Bien entendu, compte tenu des dispositions qui sont contenues dans cet article, nous voterons ces amendements. Parce que la procédure accélérée, c'est une procédure qui a vocation à traiter la demande beaucoup plus vite. On me dirait, ce n'est pas nécessairement avec moins de droits. D'ailleurs, on peut regarder la manière dont ça s'est passé depuis quelques années, depuis 2015. Mais la difficulté, c'est qu'avec ce que le gouvernement nous propose dans ce projet de loi, qui a été validé par la majorité sénatoriale, être en procédure accélérée, c'est un réel affaiblissement des droits. Si, à la CNDA,
si vous êtes débouté à l'OFPRA et que vous voulez aller à la CNDA, vous n'aurez plus un recours suspensif. C'est donc un affaiblissement important des droits d'être en procédure accélérée. Et comme l'ont dit plusieurs de mes collègues, le passage de 120 à 90 jours, avant d'être automatiquement mis en procédure accélérée, ça se fait dans un processus où finalement les personnes ont souvent subi des traumatismes. Nous avons tous vu ce qui s'est passé cette semaine avec les passagers de l'Aquarius. Mais dans tous les cas, le départ, il est motivé par des traumatismes, le voyage, il est traumatisant, et il y a besoin d'un peu de temps pour pouvoir se remettre et pouvoir fonctionner normalement, à peu près rationnellement, après cette phase absolument horrible de traumatisme. Et enfin, Madame la Ministre, l'un des principaux enjeux, si on veut aller plus vite en termes de demande d'asile, l'enjeu principal, ce qui finalement a été le moins bien fait depuis 2015, c'est l'accueil en préfecture et la capacité des plateformes à pouvoir répondre rapidement. C'est-à-dire que lorsque nous voyons que des personnes qui veulent demander l'asile ont un rendez-vous 2 mois ou 3 mois après parce que les préfectures ne sont pas capables de répondre, là, je dis, il y a échec. Et avant de remettre la responsabilité sur les personnes qui veulent demander l'asile en leur disant faites-le dans les 3 mois, il faut déjà que les préfectures soient capables d'enregistrer en... vous savez dans quel délai? Dans les délais qui sont imposés par la directive, 3 jours. Combien y a-t-il de préfectures qui aujourd'hui respectent cela? Combien y a-t-il de plateformes qui sont aujourd'hui capables de traiter les personnes qui, après l'enregistrement dans les guichets pour demande d'asile, sont capables d'accompagner dans les délais et rapidement les demandeurs d'asile pour qu'ils puissent ensuite tranquillement faire déposer leur récit? C'est ça l'enjeu aujourd'hui, c'est de défendre les droits des demandeurs. Il faut conclure, chers collègues. Vous avez conclu. Merci beaucoup. Je mets aux voix... Monsieur Marie, pardon, a demandé, et Madame la Ministre ensuite. Merci, Monsieur le Président. La procédure accélérée, elle est prévue pour des cas où il n'y a pas besoin d'un examen approfondi parce qu'il est manifeste que la demande ne relève pas d'un besoin de protection, ou alors au contraire, pour aller très vite, pour protéger quelqu'un dont la situation paraît si évidente. Et donc la généralisation de la procédure accélérée, qui est déjà trop largement utilisée, est un détournement de son objet initial. Et en faire une procédure de droit commun n'est pas acceptable. Mes collègues l'ont rappelé, ces caractéristiques sont beaucoup plus strictes. Délai d'examen plus court par l'OFPRA, ramené à 15 jours. Et en cas de rejet, examen du recours par un juge unique de la CNDA, accompagné d'un délai de jugement ramené à 5 semaines au lieu de 5 mois en procédure normale. On imagine aisément les conséquences désastreuses d'une application généralisée de cette procédure accélérée, et c'est la raison pour laquelle nous y reviendrons au cours de la présentation des amendements. On ne peut l'accepter et on ne peut pas plus accepter les conditions qui contraignent la demande. Merci, chers collègues. Madame la Ministre, pour l'explication de vote. Juste une petite précision pour Monsieur Lecomte sur les délais pour le guichet unique en préfecture. Vous avez évoqué des délais qui étaient exact à l'automne dernier. Vous savez, nous avons fait beaucoup de réorganisation dans les services des préfectures. Nous avons mis aussi du personnel supplémentaire. Et aujourd'hui, la moyenne, c'est 6 jours. Et il y a même beaucoup de préfectures qui sont déjà à 3 jours. C'est l'objectif fixé par le gouvernement pour la fin de l'année pour l'ensemble des préfectures. Merci, Madame la Ministre. Plus de demandes d'explication de vote. Je mets aux voix l'amendement 6 avec un double avis défavorable de la Commission et du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Nous passons à l'amendement 43 rectifié bis, défendu par Madame Benbassa. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, le projet de loi qui est aujourd'hui en débat a pour titre « Pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie ». Le choix qui a été fait par le gouvernement semble clair. Régir dans le même temps
la politique de l'asile, qui relève du droit humanitaire, et la régulation de l'immigration, dont les considérations sont tout autres. Insidieusement, dans ce projet de loi, l'exécutif a laissé germer l'idée que l'attribution du droit d'asile devait être régulée au même titre que l'immigration, comme si les exilés qui aujourd'hui pourraient bénéficier du statut de réfugiés devraient voir leur demande régie comme celle des requérants venus pour des questions économiques. Au groupe CRCE, nous nous refusons bien évidemment à procéder à une gradation des misères et des raisons qui poussent les gens à s'arracher à leur terre natale. Nous pensons cependant que ces raisons doivent être traitées de manière différente et adéquate selon le cas qui a poussé le demandeur à immigrer. Ainsi, nous demandons dans le présent amendement à ce que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, l'OFPRA, soit rattaché au ministère des Affaires étrangères et non plus au ministère de l'Intérieur. Et ceci afin que les exilés qui formulent une demande de titre de séjour sur notre territoire puissent bénéficier d'un droit d'asile effectif et indépendant de la politique migratoire qui relève des compétences de l'administration de la place Beauvau. Merci. Merci, chers collègues. Monsieur le rapporteur, quel est l'avis de la commission? Oui, il est défavorable, Monsieur le Président, à cet amendement 43 rectifié bis, puisqu'effectivement, comme cela vient d'être rappelé, il a pour objet de rattacher l'OFPRA au ministère des Affaires étrangères et plus au ministère de l'Intérieur, comme il l'est d'ailleurs depuis 2010. Sous-entendu, l'OFPRA n'est pas indépendante, c'est ce que cela veut dire. En réalité, le principe d'indépendance est inscrit dans les dispositions de l'article L721-2 du CESEDA, selon lequel l'Office exerce en toute impartialité ses missions et ne reçoit dans leur accomplissement aucune instruction. Quand on connaît un peu le fonctionnement de l'OFPRA, qu'on y participe, on voit un peu comment il fonctionne, et ça, je ne crois pas qu'il ne reçoive véritablement d'instructions. En tous les cas, s'il en recevait, qu'il les écoute véritablement. Avis défavorable. Merci, monsieur le rapporteur. Madame la ministre, quel est l'avis du gouvernement? Avis défavorable également, pour les raisons évoquées par le rapporteur. Mais je voudrais aussi dire que considérer que le ministère de l'Intérieur mènerait une politique restrictive en matière de moyens accordés à l'asile revient à méconnaître vraiment la réalité des faits. Merci, Madame la Ministre. Monsieur le Président Bas. Je vous remercie, Monsieur le Président, puisque beaucoup de nos collègues ont jugé indispensable de s'étendre sur ce sujet. Je ne vois pas pourquoi je me priverais d'intervenir à mon tour. Je voudrais vous dire que cette question aurait une importance réelle si les pouvoirs exercés par l'OFPRA étaient discrétionnaires, si l'OFPRA prenait ses décisions sous les ordres d'un ministre, mais tel n'est pas le cas. L'OFPRA applique des procédures, d'ailleurs, que nous sommes en train de modifier, qui sont de niveau législatif. Elle applique également des règles qui sont posées par la Constitution, les conventions internationales, les directives européennes. Vous pourriez décider de rattacher l'OFPRA au ministère de la Jeunesse et des Sports, au ministère de la Santé. Ça ne changerait rien à faire, son travail, et par nature le travail d'une quasi-juridiction, sous le contrôle d'ailleurs d'une juridiction dont chacun connaît l'importance de la mission. Et d'ailleurs, tout le travail de l'OFPRA au cours des dernières années a été d'améliorer la vérification des droits des demandeurs d'asile pour faire en sorte que le taux de ces décisions annulées par la Cour supérieure du droit d'asile diminue, et l'OFPRA a réalisé cette performance. Donc, nous avons passé beaucoup de temps pour une question de rattachement administratif qui relève d'ailleurs du seul gouvernement, alors que cette question est totalement dénuée d'importance. Merci, Monsieur le Président. Madame Assassi, pour explication de vote. Monsieur le Président Bas, permettez-moi de vous dire que je suis complètement en désaccord avec ce que vous venez de dire. Ce n'est pas un sujet à prendre à la légère.
J'ouvre une petite parenthèse, d'ailleurs, les salariés de l'OFPRA l'ont eux-mêmes dit lorsqu'ils se sont mis en grève il y a quelques semaines de cela. Vous semblez quand même l'oublier. Mais rétablir la tutelle du ministère des Affaires étrangères, je pense que c'est quand même la meilleure façon de rappeler la spécificité des protections internationales que sont les statuts de réfugiés, de protégés subsidiaires et d'apatrides, ce que ne peut pas faire le ministère de l'Intérieur. Merci, chers collègues. Monsieur Richard, pour explication de vote. Monsieur le Président, d'un mot, je voudrais, pour aller dans le même sens que le Président Bas, souligner auprès des collègues qui se sont beaucoup engagés dans ce débat qu'il comporte une part d'illusion. Heureusement, dans ce pays, l'État est un et les ministères ne suivent pas des politiques contradictoires. Notre pays, heureusement, a une capacité à faire fonctionner l'interministériel de manière cohérente et à faire appliquer la même politique gouvernementale par les différents départements ministériels. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle personne n'a voulu le soulever pour ne pas gâcher l'intérêt de la discussion, mais ce dont nous parlons relève d'un simple décret. Merci, chers collègues. Plus de demandes d'explication de vote. Je mets donc aux voix l'amendement 43 rectifié bis avec un double avis défavorable de la Commission et du Gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Nous passons à l'amendement 411 rectifié terre. Madame Rossignol est première signataire. Madame Rossignol. Merci, Monsieur le Président. Dans cet article, on précise ce qu'est un pays sûr, c'est-à-dire un régime démocratique dans lequel il n'y a pas de persécution, de traitement inhumain ou dégradant ou encore de torture. À la fois l'Assemblée nationale, puis ensuite la Commission des lois ont jugé utile d'apporter des précisions concernant les femmes ou les questions d'identité de genre. Je souhaiterais proposer au Sénat une autre précision et en particulier m'arrêter un instant sur ces nombreux pays dans lesquels l'avortement est un crime grave, puni de peine pouvant aller, comme par exemple au Salvador, jusqu'à 30 ou 50 ans de prison, puisque l'avortement est qualifié d'homicide aggravé. Il y a actuellement, toujours au Salvador, au moins 30 femmes qui sont en prison, non pas pour avoir avorté, mais pour avoir eu une fausse couche spontanée que des juges ont considéré être un avortement. Or, je crois qu'il est important que notre pays, la France, ouvre à ces femmes qui sont menacées de prison si elles pratiquent des avortements, que ce soit pour elles, en particulier pour elles-mêmes, que notre pays accueille ces femmes, leur accorde le statut de réfugié. C'est à la fois le signal que nous donnons en matière de liberté et ensuite une mesure humanitaire indispensable. En ce qui concerne l'avortement, il y a des vents contraires sur la planète. Certes, l'Irlande, l'Argentine, aujourd'hui, ont légalisé l'avortement, l'Argentine est en train de le faire, mais d'autres pays sont en pleine régression en matière de criminalisation de l'avortement. Je vous suggère donc d'adopter cet amendement qui précise que ne peut être considéré comme un pays d'origine sûr pour les femmes, celui dans lequel le recours à l'avortement est passible de sanctions pénales. Merci, chers collègues. Monsieur le rapporteur, quel est l'avis de la Commission? Oui, Monsieur le Président, sur cet amendement 411 rectifié terre, la Commission des lois a souhaité l'avis du gouvernement, non pas pour ne pas prendre ses responsabilités, mais parce que, c'est vrai, ça ne lui ressemblerait pas, mais parce que la question posée, sur le fond, c'est une vraie question, et sur le plan juridique, elle n'est pas sans conséquence non plus. Donc il faut que l'on trouve le moyen peut-être d'aboutir, puisque je rappelle que cet amendement tend à exclure de la liste des pays sûrs ceux dans lesquels le recours à l'avortement est passible de sanctions pénales. Je voudrais indiquer d'ores et déjà que la Convention de Genève et la directive qualification de 2011 protègent d'ores et déjà les pratiques d'avortement ou de stérilisation forcée qui peuvent être pris en compte dans la définition de l'appartenance à certains groupes sociaux.
La question de l'avortement et la question de la qualification sur le plan juridique dans le cadre de la directive et comment qualifier l'avortement. Certes, on pourrait... Oui, mais c'est simple, dans l'idée que l'on s'en fait. La conséquence juridique est certaine parce que son traitement ne peut pas être indépendant du cadre européen. La définition de la liste des pays sûrs découle en effet directement de la directive procédure. Or, je rappelle que dans plusieurs États membres de l'Union européenne, qui sont considérés comme des pays sûrs conformément au protocole ASNAR, qui est annexé d'ailleurs au traité d'Amsterdam, l'avortement est interdit ou pénalement réprimé. Il y en a, on peut en citer 3, la Pologne, Chypre et Malte principalement. Des discussions sont en cours actuellement pour réviser le régime d'asile européen et ce sujet doit être abordé évidemment au niveau européen. En la circonstance, la raison pour laquelle la Commission a souhaité l'avis du gouvernement sur ce point. Merci, Monsieur le rapporteur. Avant de vous passer la parole, Madame la Ministre, il est minuit. Je vous propose de prolonger notre séance jusqu'à minuit et demi afin de poursuivre l'examen de ce texte. S'il n'y a pas d'observation, il en est ainsi décidé. Madame la Ministre, je vous en prie, vous avez la parole. Oui, Madame Rossignol, en effet, c'est une question juridique, comme l'a dit le rapporteur. Comme l'a rappelé une décision de la Cour de justice de l'Union européenne du 7 novembre 2013, la seule pénalisation d'une pratique ne constitue pas, en tant que telle, un acte de persécution, car il faut que la peine soit effectivement appliquée contre un groupe social et dans des conditions qui s'apparentent à une persécution à l'égard de ce groupe. L'existence d'une infraction pénale n'est pas suffisante pour caractériser une persécution. Pour bénéficier de la protection subsidiaire, il faut ainsi prouver que l'on est exposé dans son pays à un risque de peine de mort, de torture ou de traitements inhumains et dégradants, ou encore d'une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne. Pour ces motifs, le gouvernement vous demande le retrait de cet amendement. Merci, Madame la Ministre. Monsieur Lecomte, pour explication de vote. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur. Il n'y a pas aujourd'hui, il y a des négociations au niveau européen, mais il n'y a pas aujourd'hui de liste des pays d'origine sûre au niveau européen parce que les pays européens n'arrivent pas à se mettre d'accord sur la liste des pays d'origine sûre. Il y a même des pays qui considèrent que par définition, l'asile étant une question individuelle, on ne doit pas faire passer des gens dans une procédure spécifique en définissant un pays d'origine sûre, parce que, par définition, une demande d'asile est une demande individuelle. Il n'y a pas aujourd'hui cette liste européenne des pays d'origine sûre. C'est en débat. Il y a des discussions au niveau du Parlement européen, mais pour le moment, on ne peut pas. Et donc, en fait, ça reste notre souveraineté que de pouvoir effectivement décider que tel ou tel pays, effectivement, n'est pas un pays d'origine sûre ou est un pays d'origine sûre. Et donc, cet amendement, me semble-t-il, est de ce point de vue complètement éligible à un vote. Alors après, effectivement, compte tenu des explications de Madame la Ministre, même si je n'ai pas apporté ma signature à cet amendement initialement, je suis maintenant convaincu de cet amendement dans la mesure où on ne peut pas laisser passer de tels arguments. Merci, chers collègues. Madame Rossignol, pour explication de vote. Monsieur le rapporteur, je ne vois pas bien où est le problème juridique, si ce n'est, comme vient de l'expliquer mon collègue Lecomte, qu'effectivement, nous sommes enfermés dans la définition des pays sûrs par l'impossibilité de l'Europe à se mettre d'accord sur ce qu'est un pays sûr et ce qui ne l'est pas. Et que la question de l'avortement, du droit des femmes à disposer de leur corps, n'est pas un mince sujet aujourd'hui dans l'Union européenne, puisqu'il n'a échappé à personne que des pays dans lesquels l'avortement avait été auparavant légal sont en pleine régression. Et il y a une criminalisation de l'avortement, y compris lorsqu'il s'agit d'un avortement pour viol, malformation de l'enfant ou risque important sur la mère. Donc, le problème juridique n'est un problème juridique que si on le veut bien. À un moment donné, ça devient un problème politique. Et je considère qu'en la matière, pour la France, c'est une décision politique que d'affirmer que pour nous, un pays qui condamne les femmes pour pratique d'avortement n'est pas un pays sûr. Enfin, je ne sais pas ce qu'est une persécution si, lorsque on sait qu'il y a une femme toutes les 4 minutes
sur la planète, une femme meurt d'un avortement clandestin toutes les 4 minutes. Si ça, ce n'est pas une persécution, je ne sais pas ce qu'est une persécution. Enfin, Madame la Ministre, je ne retirerai pas mon amendement, vous vous en doutiez, j'imagine, et je vous demande d'assumer votre avis défavorable sur cet amendement. Merci, cher collègue. Monsieur Assouline, pour explication de vote. D'ailleurs, on peut aller plus loin, puisque c'est le débat sur les pays sûrs. La situation n'est pas statique. On est en train de parler de l'Europe par rapport au reste du monde. Mais on va devoir s'interroger très vite, Madame la Ministre, Monsieur Bas, nous tous, si en Europe les pays sont sûrs, si ceux qui font ces règlements, parce que vous entendez venir des choses de Pologne, de Roumanie, de Hongrie et maintenant d'Italie, à un moment donné, ce ne sera pas que la question de l'avortement que l'on doit traiter avec nos principes, mais plein d'autres choses, des atteintes aux libertés fondamentales, des libertés publiques tout à fait évidentes pour le cadre européen tel qu'il existait et qui sont en train de bouger. Alors, si nous restons complètement muets sur ce sujet, si on ne pose pas les débats, on va devoir fermer les yeux sur des dérives possibles dans pas mal de pays d'Europe. Je le répète, c'était impensable qu'un pays fondateur de l'Europe puisse dire qu'il faut épurer chaque rue et chaque quartier et qu'il faut faire un recensement généralisé des Roms. L'Italie, non mais ça ne choque pas certains, mais je sais que globalement dans cet hémicycle ça choque. Mais on doit passer maintenant aussi sur le fait d'avoir un regard sur la dynamique actuelle. Et la question que pose Madame Rossignol à travers cet amendement, il va se poser de façon beaucoup plus importante sur d'autres sujets si on ne l'aborde pas du point de vue de ce qu'a expliqué Monsieur Lecomte, c'est-à-dire l'individualisation du traitement de cette question. Merci, cher collègue. Monsieur Bigot, pour explication de vote. Madame la ministre, je suis presque scandalisé par le fait que vous ne donniez simplement toutes les réserves et que vous proposiez à Madame Rossignol de retirer cet amendement. Le président de la République, qui a nommé le gouvernement dans lequel vous êtes parti, a souhaité que Madame Simone Veil soit dans quelques jours installée au Panthéon. Et à ce moment-là, sur cette question fondamentale de nos valeurs sur lequel Simone Veil s'est battue, vous venez dire, pour des raisons juridiques, à la suite de la demande du rapporteur d'avis du gouvernement, que vous pensez qu'on ne peut pas suivre l'amendement de Mme Rossignol. S'il faut l'améliorer d'ici la CMP, on peut le faire. Mais lorsque l'on va dire qu'un pays qui ne reconnaît pas le droit à l'avortement n'est pas un pays sûr, ça ne veut pas dire que tous les demandeurs d'asile qui viendront de ce pays auront droit à l'asile. Ils devront apporter d'autres choses. Mais ça veut dire que le gouvernement, par son décret, ne pourra pas le mettre dans la liste d'office des pays sûrs. Donc je ne comprends pas cette restriction, alors même que le 1er juillet, nous avons rappelé en quoi Simone Veil est l'honneur de la France. Merci, cher collègue. Madame Lienemann, pour explication de vote. Mes chers collègues, oui, dans la période historique que nous vivons, il y a une certaine idée de la France qu'il faut développer. Si nous ne sommes pas capables de faire des droits de la personne humaine et notamment des droits de la femme par rapport à ce grand drame de l'avortement, un des enjeux d'affirmation des libertés et des libertés des personnes et de la femme qui doivent être donc protégées pour leur garantir leur liberté, nous ne sommes pas à la hauteur de l'histoire que nous vivons. Partout, il y a des régressions. Partout, il y a des tentations pour essayer de faire reculer ces droits. Alors j'entends beaucoup de commentaires
quand ça vient d'un certain nombre de tendances religieuses ou d'intégrisme ici ou là. Mais quand c'est en réalité le droit qui s'instaure pour rendre impossible ou condamner des femmes qui se font avorter, que la France ne dise pas haut et fort que ces pays ne peuvent pas être considérés par la République française comme sûrs, c'est du recul de l'image que nous donnons de nous dans le monde. Car nous devons rester la flamme de la liberté, des droits de la personne, et du respect et de la protection qui leur est due. Et donc, de ce point de vue, ni l'argumentaire des pays sûrs européens, parce qu'alors là, on ne va plus en avoir beaucoup de pays sûrs, avec tous les reculs des droits de la femme qu'on connaît sur notre propre continent, et même des libertés, quand on voit comment les constitutions en Hongrie ou ailleurs bafouent l'indépendance de la justice et autres. On est dans des mécanismes fondamentaux de recul dans certains endroits. Donc nous devons tenir haut et fort en Europe et considérer que pour la France, ça n'est pas sûr. Personnellement, je pense que le droit d'asile ne doit pas être lié à des pays sûrs ou pas sûrs. Parce que c'est d'abord un droit individuel qui doit être examiné pour savoir si la personne est menacée pour une raison ou pour une autre dans un autre pays. Mais en l'attendant, puisqu'il existe des listes de pays sûrs, la France ne doit pas accepter comme pays sûr un pays qui condamne des femmes qui se sont fait avorter. Merci, chers collègues. Monsieur Alizard. Oui, Monsieur le Président, merci. Madame la Ministre, moi je suis un peu étonné par la capacité que nous avons à donner des leçons à un certain nombre de pays. Je voudrais juste vous dire, mes chers collègues, que cet après-midi, nous avons siégé en commission mixte paritaire pour trouver un accord sur la loi de programmation militaire. Et je ne sais pas si, mesdames et messieurs, mes chers collègues, vous avez entendu parler de l'amendement élastique. Peut-être pas. L'amendement élastique, c'est quoi? Ça concerne l'armée française, ça concerne le statut des femmes dans l'armée française, et ça concerne les femmes qui sont militaires et qui vivent une grossesse tout en étant militaires. Et nous avons dû cet après-midi inscrire dans la loi le fait qu'elles avaient le droit à avoir un uniforme un peu particulier, un uniforme élastique pour vivre leur grossesse. Eh bien écoutez, voilà, moi je voulais vous donner, on a voté pour cet amendement et je dois vous dire, mais c'est un principe de réalité, absolument, et je dois vous dire que je trouve extraordinaire que nous ayons, nous Français, qui donnons des leçons au monde entier, à avoir inscrit cet amendement élastique dans la loi. Et mesdames et messieurs, quand j'entends votre discussion sur les autres pays... S'il vous plaît, chers collègues, laissez l'orateur terminer son intervention. Je trouve ça stupéfiant. Et la commission mixte paritaire, à l'unanimité, a voté l'amendement élastique. Donc quand on vit dans un pays où il faut inscrire... Je suis désolé, je ne vous ai pas interrompu. Mais quand on vit dans un pays où il faut inscrire dans la loi que les femmes militaires auront droit à un uniforme particulier parce qu'elles sont enceintes, je me demande de quel droit nous avons à donner des leçons à d'autres pays. Voilà. Et je trouve que notre débat est un petit peu décalé. Alors pour autant, j'en reviens à l'amendement de Madame Rossignol. Et effectivement, si nous devons avoir des critères sur les pays sûrs, je pense, et là c'est une conviction personnelle et philosophique qui est la mienne, qu'un pays qui ne reconnaît pas l'avortement n'est pas un pays sûr, mais pour autant, je m'étonne quand même que nous ayons cet après-midi cette discussion sur l'amendement élastique et que ce soir nous donnions des leçons au monde entier. Merci, chers collègues. Chers collègues, est-ce que c'est trop vous demander que de laisser l'orateur terminer son intervention? Chacun et chacune d'entre vous qui demandez la parole, vous l'avez. Respectons-nous, respectez les orateurs s'il vous plaît et laissez-les aller au bout de leur argumentation. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Meurant pour explication de vote.
Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, je suis quand même étonné, moi, toujours, de l'étroitesse d'esprit de ce côté-là de l'hémicycle, qui donne des leçons, effectivement, au monde entier, et où se trouve le plus grand féminicide depuis maintenant des décennies. Il se trouve, il me semble, en Chine communiste ou dans le sous-continent indien, où là, effectivement, on a, au nom du principe d'enfant unique, où on préférait avoir des enfants mâles, tuer et assassiner des millions de filles. Donc là, il me semble que c'était effectivement assez communiste ou c'est resté communiste. Et les obsédés des continents européens, là, un obsédé de l'Italie, un obsédé de la Hongrie, un obsédé de l'Autriche. On va bientôt condamner le ministre de l'Intérieur allemand, mais ouvrez les yeux. L'Europe, c'est un pays de liberté. Par contre, d'où viennent les migrants que vous venez? Où est la liberté religieuse des pays du sous-continent, des pays musulmans? La séance pour quelques minutes, chers collègues. Le temps pour tout le monde de se calmer, s'il vous plaît. Ça ne peut pas continuer comme ça. Chers collègues, je vous propose de reprendre le cours des débats. Et je redonne la parole à Monsieur Meurant. Merci, Monsieur le Président. Les droits humains, intéressons-nous aux droits humains des Français avant tout. Avant de vouloir donner des leçons de morale, avant de condamner à jeter l'opprobre sur les pays européens, voyons ce qu'il y a à côté de nous lorsque nous traversons le trottoir, à côté du théâtre de l'Odéon. Il faut regarder que la misère, elle est à nos portes, elle gagne. Nous sommes dans le 6e arrondissement et il n'y a pas besoin d'aller chercher 30 femmes aux soldats d'or. Regardons ce que nous avons, la pauvreté qu'il y a à côté de chez nous. Donc, occupons-nous des Français d'abord. La politique des droits humains, de la défense des droits humains, elle doit se faire d'abord. Nous sommes au Sénat français, nous sommes citoyens français, représentants du peuple français et pas représentants du citoyen du monde. Donc, avant de donner des leçons de morale à tout le monde, et essayons d'être exemplaires. Et pour reprendre l'amendement élastique, effectivement, mon collègue, regardons-nous d'abord, essayons de progresser. Nous avons d'énormes marges de progression et n'oublions pas l'histoire et prenons du recul par rapport à ce qui s'est passé. Et le féminicide, j'ai cité 2 pays, et vous savez très bien que c'est très grave, c'est excessivement grave, et c'est dans ces pays-là où ils se sont le plus produits. Merci, chers collègues. Madame Benbassa, pour explication de vote. Merci, Monsieur le Président. Après la discussion que nous avons eue cet après-midi sur la transidentité et maintenant sur l'avortement, on voit qu'on revient sur les mêmes problèmes et on se heurte aux mêmes incompréhensions. Il ne s'agit pas seulement de définir ce qu'est un pays sûr, mais aussi ce qu'est une persécution. Alors nous avons... si on pouvait écouter, peut-être, parce que... bon. Il faudrait peut-être définir aussi la notion de persécution qui s'est élargie, n'est-ce pas? Nous avons une notion très limitée de la persécution. Là, on a vu que la transidentité, ce que subissent les transgenres, l'avortement, entrent quand même dans la catégorie persécution. Et il serait intéressant de regarder les choses sous cet angle avant le vote. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas rejeter une question comme l'avortement et la considérer comme quelque chose d'anodin. C'est une persécution. Merci, chers collègues. Madame Kuckerman. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Tout d'abord, moi je trouve les arguments et les éléments du débat assez surréaliste. On parle de femmes, on parle effectivement de grossesse, on parle de droit à la naissance et on caricature cet amendement à ce que certains qualifient ici d'amendement élastique.
Ouais, parce que je veux bien qu'on donne des leçons sur ce qui se passe dans d'autres pays de la planète, mais je crois qu'il faut qu'on s'interroge nous-mêmes sur comment nous sommes en capacité de qualifier un certain nombre d'amendements. Donc je vous ai entendu, mon cher collègue, sur un peu d'honneur de leçon sur ce qui se passait dans d'autres pays. Ce que je regrette simplement, c'est que votre souci, là, soudain, ici ce soir, pour le droit des femmes, quand il s'agit de faire du business économique, vous n'ayez pas tout à fait la même exigence avec ces mêmes pays. Et donc finalement, il y a des pays sur la planète que parfois on peut qualifier d'autoritaires, d'anti-droits humains et avec lesquels on peut aussi s'accoutumer. Vous voyez comme quoi finalement les dogmatismes, nous on sait très bien les faire tomber et vous avez certainement plus de mal. Moi je crois en tout cas que... C'est compliqué de parler quand même, je suis désolée, mais je crois en tout cas que sur cet amendement, bien évidemment, nous allons le voter parce que ce qu'il s'agit de préserver ici aussi, ce sont bien évidemment les femmes telles que c'est dit dans l'amendement, garantir ce qu'est la France dans le droit des femmes à disposer de leur corps, au-delà même de leurs origines et des raisons qui peuvent les pousser à venir dans notre pays. Donc je trouve que les arguments en tout cas qui ont été mis en avant par les représentants de la majorité sénatoriale, je ne sais pas si la majorité sénatoriale est unanime sur les arguments que nous venons d'entendre, j'espère que non. Mais en tout cas, ce sont des arguments qui ne sont pas recevables et contre lesquels nous nous opposerons parce que, in fine, ils visent à remettre en cause le droit des femmes migrantes et plus largement le droit des femmes dans notre pays. Merci, chers collègues. Monsieur le rapporteur, vous voulez prendre la parole pour un avis définitif? Monsieur le Président, je voudrais essayer d'apporter une réponse. Car s'il y a une chose de certaine, c'est que naturellement, nous devons tenir compte clairement qu'un certain nombre de pays ont une législation pénale qui réprime l'avortement et que de ce point de vue-là, notre pays peut accepter et doit accepter de ne pas renvoyer des personnes dans ces pays-là, quand bien même ils fassent partie de la liste des pays sûrs. La difficulté que nous avons, c'est qu'on ne peut modifier cette liste de pays sûrs que dans un accord international et qu'il est difficile de voter ce soir un amendement qui nous mettrait en difficulté de ce point de vue-là. En revanche, ce qui serait sans doute souhaitable, c'est que l'on se donne un peu de temps, pas beaucoup de temps, mais un peu, pour pouvoir réfléchir à la manière dont on pourrait, je parle au conditionnel parce qu'il y a quand même un certain nombre d'éléments juridiques à contrôler, dont on pourrait faire évoluer l'article 721, pardon, l'article relatif du CESEDA relatif à la protection subsidiaire, qui est le 712-1 du CESEDA, que l'on pourrait modifier pour tenir compte non de l'existence dans certains pays de sanctions pénales liées à l'avortement. Et ainsi pouvoir sans doute protéger les femmes qui ont ce risque et leur accorder la protection subsidiaire. Ça demande quand même un contrôle un peu sérieux. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas de solution immédiate à proposer parce que la rédaction doit quand même être assez claire. Donc sur l'amendement lui-même, je rejoindrai le gouvernement sur le côté défavorable, mais pour des raisons extrêmement juridiques, pas des raisons de fond. Et je voudrais bien pouvoir travailler sur une proposition qu'on pourrait vous faire, soit d'ici la fin de la séance, enfin d'ici la fin de semaine, ou sur une rédaction ou un amendement qui modifierait cet article du CESEDA et notamment la protection subsidiaire. Voilà, ça permettrait, je crois, de répondre finalement à l'attente un peu de tout le monde, qui consiste à ne pas pas se mettre dans des difficultés sur cette liste des pays sûrs, tout en apportant une réponse à une problématique qui est réelle. Monsieur Karouchi.
Je pense que ce que vient de dire le rapporteur général, le rapporteur du texte, est évidemment la solution, s'il trouve une solution d'ici jeudi. Parce que, naturellement, comme nous sommes en procédure accélérée, il n'y aura pas de deuxième lecture et donc il faut être en situation pour la CMP qui arrivera assez rapidement. C'est une solution. Je veux seulement rappeler, parce que je n'arrive pas à bien comprendre tout le débat là, je veux seulement rappeler que le droit d'asile est un droit individuel. Alors bien sûr qu'il y a des listes de pays sûrs, de pays théoriquement sûrs, mais je propose que chacun mesure le propos dans ce que j'ai entendu ce soir, parce que, pardon de le dire à nos collègues du groupe socialiste, mais si je les écoute ce soir, à part proposer de se retirer de l'Union européenne, il n'y a pas beaucoup de solutions, parce que dire qu'en Italie, en Autriche, en Allemagne, il n'y a plus de garantie, il n'y a plus de certitude, on le constate et on peut en avoir peur et on peut s'inquiéter de ce qui se passe en Hongrie, en Pologne ou ailleurs. Mais dire que sur le coup, vous demandez, ou on peut imaginer que ce ne soit plus des pays sûrs, que ce ne soit plus des pays où, et avec lesquels on a par définition des relations classiques, là, ça devient très compliqué. Parce qu'attention, il n'y a pas d'autre solution si c'est ça, que la France se retirant de l'Union européenne, ne respectant plus aucune règle européenne, et disant, nous, ce qui se passe en Italie, ce qui se passe en Allemagne, ce qui se passe en Autriche, ce n'est pas du tout pour nous, donc on s'en va. Moi, je préfère, je pense, à l'intérieur de l'Europe, avoir une France qui influence dans le bon sens et qui conduise une politique pour avoir plutôt plus d'ouverture que ça. Mais je pense que si la solution sur l'amendement préconisé par le rapporteur est possible d'ici jeudi, on peut parfaitement revenir là-dessus et jeudi trouver une rédaction qui convienne à tout le monde. Merci, chers collègues. Monsieur Savoldelli. Oui, trois remarques. La première, je partage ce que dit notre collègue Roger Carucci. On voit bien les limites de la procédure accélérée. Allô? Okay. On voit bien, chers collègues. Donc, non, mais quand on voit, on l'a vu avant, la loi Asile-Immigration, hein, ici, dans notre diversité, que la procédure accélérée montre pas sa totale efficacité et du dialogue et de la hauteur de vue qu'a notre Parlement. La deuxième chose, je veux dire au rapporteur, il y a une tentative de réponse et de solution. Donc, il faut regarder. J'attire son attention, moi pour ma part, et c'est notre groupe. S'agissant des violences et discriminations subies par des femmes, les filles, des minorités sexuelles, a été évoquée l'impossibilité légale de recourir à l'avortement. Je pense que ces questions-là, ce n'est pas in situ votre personne, hein, bien évidemment. Mais je pense que ces sujets-là ne se négocient pas. Il faut être très clair. Quand on discrimine, qu'on porte atteinte à des enfants, à des femmes, ou au genre de sexualité qu'a telle ou telle minorité ou son comportement culturel, je m'excuse, ça ne se négocie pas. Je n'ai pas dit que c'était l'intention, mais je veux le dire avec fermeté. Et puis, cher collègue Sébastien Meurant, on a des fois des conversations et des dialogues avec, à la Commission des finances, mais les Français d'abord... Sébastien Meurant, la Constitution, la nôtre. La Constitution, ça, c'est les Français. La Constitution affirme que tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d'asile sur les territoires de la République. C'est ça, les Français. Et je rajouterai à la Constitution, si c'est vrai pour les hommes, c'est vrai pour les femmes. Merci, chers collègues. Je vais mettre aux voix l'amendement 411 rectifié terre en gardant en mémoire la proposition de notre rapporteur et
Et l'amendement a fait l'objet d'un avis défavorable en définitive de la Commission et du gouvernement. J'ai été saisi d'une demande de scrutin public par le groupe socialiste sur l'amendement numéro 411 rectifié. Je vous rappelle que l'avis de la Commission est donc défavorable, l'avis du gouvernement est défavorable. Il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin sera ouvert dans quelques instants. Voici le résultat du scrutin numéro 139 sur l'amendement numéro 411 rectifié terre, compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence. Nombre de votants 332, nombre de suffrages exprimés 331, pour l'adoption 114, contre 217. Le Sénat n'a pas adopté. Voilà pour ce débat enflammé dans l'hémicycle hier soir à propos du projet de loi immigration, asile, intégration. Vous avez notamment pu entendre les sénateurs s'exprimer sur l'article 5 qui a pour objectif de faire la liste des pays considérés comme sûrs. Et vous l'avez vu, eh bien, les débats se sont enflammés au moment où Laurence Rossignol défendait un amendement pour prendre en compte la liberté d'avortement dans cette liste des pays sûrs. Et l'intervention du sénateur LR Sébastien Meurant, qui tout d'abord a jugé que le plus grand féminicide avait lieu dans un pays communiste, a-t-il dit, la Chine, et qui finalement a parlé nommément des pays musulmans pour s'interroger sur la liberté religieuse dans ces pays. Et finalement, eh bien, la séance a donc été interrompue par le président de séance, Thani Mohamed Soilihi, qui a dit « on ne peut pas continuer comme ça ». Vous pourrez bien sûr voir et revoir tous ces débats sur notre site publicsénat.fr. Nous continuons à suivre aujourd'hui les débats sur ce projet de loi Asile, Immigration, Intégration dans Sénat 360. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires.